Ça y est, on est en direct. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment gérer un entretien avec un collaborateur difficile. Je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je suis ravie d'accueillir avec Lina Vincent Trégaro. Vincent, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Trégaro et moi je suis dirigeant du cabinet qui s'appelle Coaching Leaders. J'ai 25 ans de management dans différentes sociétés, différentes tailles, mais aussi différents secteurs d'activité. Et depuis 5 ans, j'ai monté mon propre cabinet pour aider les managers à mieux vivre leur quotidien, à mieux appréhender les enjeux qu'on peut avoir au quotidien dans notre rôle de manager, ce qui est loin d'être simple, et notamment sur l'année qui nous attend. Merci pour cette petite présentation. Lina, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Lina Gvignas, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS. Et aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec Vincent. Donc, pour la petite histoire, Vincent a été pendant presque 4 ans mon manager. Donc, voilà, on va partager un peu l'expérience qu'on a vécue ensemble, en plus de ce qu'on peut vous apporter à titre perso dans nos expériences habituelles. Top. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Alors, j'en profite avant que le webinaire commence. Je vais faire 30 secondes de promo de QuickMS, qui on est. Alors, QuickMS, bon, certains nous connaissent déjà, mais on est un éditeur de logiciels. On a 2 logiciels RH qui vous accompagnent au quotidien pour faciliter votre travail. Le premier qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser et digitaliser vos rapports légaux RH comme la BDESE, l'index, le bilan social, enfin vous les connaissez tous. Et on a un deuxième logiciel qui permet de digitaliser l'expérience collaborateur, donc avec des modules entretien, formation, enquête, objectifs, etc. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Et en attendant, je laisse la parole à Lina et à Vincent pour animer ce webinaire. Juste pour information, si vous avez des questions, il y a un petit onglet questions en bas, mais si vous posez vos questions dans l'onglet chat, on y répond aussi. On essaye de répondre aux questions au fur et à mesure, et s'il y a trop de questions, on laissera quand même Vincent et Lina avancer sur le webinaire, et on essaiera de reprendre les questions à la fin. Allez, c'est parti, on peut commencer le webinaire, je vous laisse la parole. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. C'est bon là de votre côté? Ouais, nickel. Ça s'affiche bien. Ok, super. Alors, bienvenue à ce webinaire qui a pour but de vous aider, ou en tout cas à trouver des réponses à comment conduire un entretien avec un collaborateur difficile, puisqu'on sait que c'est pas toujours simple, et surtout quand cette période de fin d'année où les entretiens annuels arrivent, eh bien, il faut vous préparer à ce moment d'échange très intense parfois. Du coup, avec Vincent, on va bien évidemment toujours vous faire une petite partie avant-propos, théorie, ou en tout cas bien poser la vision et les termes de ce qu'est un entretien pour nous. Ensuite, on vous dira comment ça se passe réellement dans la pratique, dans l'action. On vous partagera notre expérience, notre vécu, et bien évidemment, Vincent vous donnera plein de conseils en tant que coach. Et à la fin, on vous a fait un récap vraiment de ce que vous devez retenir et bien vous dire pour conduire un entretien convenablement avec un collaborateur difficile. Pareil, donc je rejoins ce qu'a dit Géraldine, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie questions ou dans le chat. On va essayer de les prendre au fur et à mesure. On s'attend à ce que vous nous partagiez aussi personnellement certaines de vos situations sur lesquelles vous avez des questions avec Vincent. Si jamais la question demande un petit peu plus de développement que ce qu'on peut vous apporter durant ce webinaire, on la prendra à part et on vous répondra personnellement peut-être à la fin. Après, si vous avez des questions durant le webinaire, surtout n'hésitez pas, on va, comme a dit Géraldine, les prendre au fur et à mesure. Je te laisse commenter, Vincent. Oui, voilà, un entretien, souvent, c'est pris comme quelque chose qui peut être difficile. Tous les managers ne sont pas à l'aise avec ce genre d'acte, et pourtant, comme on l'a ici, c'est un acte managérial qui est fort, qui est important, qui est fondamental pour le manager, parce que c'est un moment où il peut avoir un échange avec son manager, mais c'est aussi fondamental pour le manager parce que c'est un acte qui permet de légitimer finalement la place du manager. Et trop souvent, on voit dans les entreprises des managers qui ne sont pas forcément
à l'aise, qui se sentent pas légitimes avec leur poste et qui, du coup, se retrouvent à éviter, à fuir les entretiens. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça s'apprend, parce que ça se gère. Mais par contre, il faut vraiment comprendre que l'entretien avec son collaborateur est un acte fondamental qui va renforcer finalement notre légitimité et qui va faire en sorte qu'on va créer la relation qui va permettre de bien travailler ensemble. Moi, je dis souvent que le management, c'est un vrai travail, que c'est un job à part entière, que ça nécessite des compétences et que c'est pas juste une paye un peu meilleure et puis un bureau tout seul. Manager, c'est des actions, c'est des faits, c'est des choses qui sont différentes et c'est surtout de l'engagement et de la prise de responsabilité. Et quand on fait un entretien avec un collaborateur, que ça soit un entretien plutôt de félicitations ou que ça soit un entretien plutôt de recadrage, peu importe, ça reste un acte managérial fort qu'il faut absolument assumer. Et on voit, moi, dans toutes les sociétés que j'accompagne, il y a malheureusement souvent des actes manqués, des occasions de bien faire, des occasions d'engager la personne, et à l'inverse, des rendez-vous qui sont loupés aussi parce que j'ose pas dire les choses, parce que je sais pas comment il va le prendre, parce que si je lui dis, il va s'en aller. Et donc, on se crée tout seul plein de petites réticences, plein de petites barrières qui vont faire que je vais pas le faire cet entretien. Et puis, je laisse passer, je ferme un peu les yeux jusqu'au jour où malheureusement la situation nous rattrape et que finalement c'est pas nous qui sommes dans la gestion du changement, mais c'est plutôt le changement qui nous rattrape. Et là c'est catastrophique parce que là on est pris au dépourvu. Donc il faut assumer un entretien avec un collaborateur. Il faut le préparer, bien entendu, c'est tous les éléments qu'on va vous donner là, mais en tout cas il faut l'assumer et ça fait vraiment partie pour moi de la qualité d'un manager de savoir assumer un entretien avec un manager. On va juste recadrer de ce qu'est un entretien. Donc, comme l'a dit Vincent, clairement, un entretien, c'est un moment d'échange entre le collaborateur et le manager, qui généralement, donc celui qui est le plus connu, c'est l'entretien annuel puisqu'il est obligatoire. Donc, ça permet de faire, il a pour objectif de faire le bilan de l'année écoulée et de fixer les objectifs sur l'année suivante. Alors, il y a deux choses très importantes qu'on a voulu mettre en avant sur la définition de l'entretien avec Vincent. La première, c'est que l'objectif de l'entretien, c'est d'évaluer les compétences et les comportements du collaborateur. Donc, il y a deux axes à évaluer durant cet échange. Point de vigilance là-dessus, l'entretien annuel ou l'entretien de fin d'année n'a pas pour objectif d'attribuer ou non une augmentation. C'est-à-dire au cours de cet entretien, vous êtes uniquement dans l'évaluation et vous n'êtes pas dans la prise de décision d'attribuer ou non une augmentation au collaborateur. Vincent, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, juste rajouter sur cet élément-là, sur la première phase, vous voyez évaluation des compétences et des comportements. On parle beaucoup aujourd'hui à l'entreprise de soft skills et hard skills. C'est vraiment important de faire la différence des deux et de bien avoir une évaluation du collaborateur sur les deux paramètres. On peut avoir un collaborateur qui est extrêmement bon techniquement et qui n'est pas un bon coéquipier, qui n'est pas un bon collègue. Et inversement, on peut avoir un excellent collègue, mais par contre qui techniquement a des vrais manques. Donc aujourd'hui, l'entretien, et notamment l'entretien annuel, là on parle plus particulièrement de l'entretien annuel, il est fondamental d'aller sur les deux aspects et de s'assurer que les deux aspects correspondent bien aux attentes de l'entreprise, qui peuvent être différentes en fonction des jobs, des missions et de l'entreprise. Mais ça, c'est vraiment important d'aller sur les deux paramètres. Trop souvent, on en oublie par facilité ou par, encore une fois, manque de courage et on va aller que sur les éléments sur lesquels on est plus à l'aise. Vraiment, l'évaluation sur les deux paramètres, c'est fondamental. L'autre point sur ce que Lina vient de dire, effectivement, il faut séparer les choses. Si vous allez directement et si votre collaborateur a en tête simplement que cet objectif-là, il est pour savoir si je vais toucher une augmentation cette année, il va finalement être… tout ce que vous allez dire autre que ça, autre que ce sujet-là, va être inaudible. Et finalement, vous allez passer beaucoup de temps à essayer de faire changer les choses et de lui passer des messages alors qu'il n'aura qu'une idée en tête, c'est l'augmentation. Donc, il faut tout de suite cadrer les choses en disant que ce n'est pas le moment de l'histoire de l'augmentation et qu'aujourd'hui, on est sur une évaluation des compétences, des comportements pour mieux travailler ensemble, etc. Mais que l'augmentation est une autre partie d'un autre entretien. Mais en tout cas, il ne faut pas mélanger les choses. La majorité des collaborateurs qui se rendent à l'entretien annuel, eux, ils vont forcément aborder le sujet de l'augmentation. Donc, ils vont faire une demande d'augmentation. Si vous êtes face à ce sujet-là, vous pouvez leur dire simplement que vous en prenez bonne note,
mais que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'objectif de l'entretien annuel. Par contre, vous notez comme quoi il a une attente d'augmentation. Voilà, vous ne chiffrez pas, il n'a pas, vous pouvez très bien lui demander son chiffre, mais de toute façon, vous prenez juste sa demande en attente. Vous pouvez, dans la partie dans l'entretien annuel, le noter comme quoi il a en tout cas émis un souhait ou une attente d'augmentation pour cette fin d'année, mais surtout vous recadrez en disant que déjà avant de demander une augmentation, il faut d'abord faire le bilan des objectifs, le bilan de l'année écoulée. Donc, ça viendra vraiment à la fin et que surtout, ce n'est pas le sujet de l'entretien. L'enjeu de l'entretien, c'est aussi très important d'embarquer le collaborateur tout en gardant le cap sur l'année à venir. Donc, il faut donner du sens à son travail. Et là, Vincent, je te laisse donner quelques conseils là-dessus. Sur cet élément-là, c'est vraiment un enjeu fondamental. J'ai la particularité d'être aussi préparateur mental de sportifs de haut niveau. Donc, je fais beaucoup le lien entre le monde du sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Et avec les athlètes, on travaille en fait sur le fait qu'il faut d'abord être bien avant d'avoir bien. Il faut être épanoui, il faut être à l'aise avec qui on est, avec ce qu'on fait, avec notre quotidien, pour être capable d'aller chercher des objectifs. En entreprise, globalement, c'est la même chose. Si vous avez un collaborateur ou même un dirigeant d'entreprise ou un grand manager qui essaye sans arrêt d'aller chercher des objectifs très élevés, mais qui n'est pas épanoui, il aura énormément de mal à aller chercher les objectifs et ça sera sous contrainte. Et on sait pertinemment que sous contrainte, on est beaucoup moins performant. Donc, l'idée, c'est de travailler avec votre collaborateur pour le mettre dans les meilleures conditions. Et là, on n'est pas des béni-oui-oui. On sait qu'on est dans le monde de l'entreprise, qu'il faut ramener de l'argent, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, on le met dans les meilleures conditions pour être capable de faire de la production. Mais la priorité des priorités, c'est donner du sens, être bien pour avoir bien, et pas l'inverse. Pour moi, c'est fondamental. Alors, les prérequis à un entretien, si ça veut bien passer. Hop. Alors ça, c'est tiré purement de notre expérience, à 100% de notre expérience. Après, vous pourrez en rajouter si vous voulez. Vas-y, Vincent, je te laisse. Alors, fondamental, bien entendu, c'est l'histoire du rendez-vous. Que ce soit en termes de lieu ou de moment, il faut que ça convienne à tout le monde. J'ai vu, malheureusement, des rendez-vous à la pause déj, parce que j'ai pas de temps dans mon agenda. Donc voilà, imaginez l'image que vous renvoyez aux collaborateurs. En fait, tu n'as pas de temps pour moi, donc tu me poses à 18h ou sur ma pause déj. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, à un moment, c'est un moment de partage avec votre collaborateur. C'est un moment important pour lui et pour vous. Vous devez réussir à vous dégager du temps pour être capable de le faire dans un horaire qui est normal et qui convient surtout aux deux participants. Le lieu, il est fondamental. Vous allez avoir des échanges qui peuvent être plus ou moins animés, on va dire. Donc, le lieu calme, le lieu où il y a la confidentialité qui est assurée. Attention aux murs de réunion qui ne sont pas super étanches. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui mettent le collaborateur dans les meilleures dispositions pour être capable de se livrer, de dire les choses et d'être transparent avec vous et donc de construire cette relation. Bien entendu, ça va de soi pour n'importe quel type de réunion, mais encore plus sur un entretien. L'image que vous allez donner, c'est que si vous arrivez avec un quart d'heure de retard, autant vous dire que ce n'est pas la super image et que si vous avez des choses, des points d'amélioration à partager avec votre collaborateur, moi, si je suis votre collaborateur, la première chose que je vous dis, tu sais quoi, la prochaine fois, tu arriveras à l'heure et après, on peut parler de mes points d'amélioration. Donc, il faut être très clair. Vous êtes le manager, vous devez donner l'exemple. Ça fait partie des qualités d'un manager, donner l'exemple, démarrer à l'heure. Et si on ne peut pas démarrer à l'heure parce que ça peut arriver, on reporte le rendez-vous. Ça, c'est fondamental. Bien entendu, quand on a une campagne, quand on est en entretien annuel, par exemple, avec une date butoir, attention, on a toujours tendance à faire en premier les sujets difficiles et puis les plus performants, on va dire, on a tendance à dire bon, je le mets loin parce que de toute façon, c'est pas grave. Et puis, on arrive à la fin de la campagne, le rendez-vous se décale et on se dit c'est pas grave, lui, il est bon, il a des bons résultats, il est performant, puis de toute façon, ça se passe bien avec lui. Hop, l'entretien, il disparaît. Et là, c'est catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, on néglige les meilleurs éléments. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire commencer par les bons. Les bons vont vous donner une dynamique, vont vous donner les ficelles, vont vous dire pourquoi ils sont motivés, pourquoi ils sont dedans, pourquoi ils sont impliqués dans l'entreprise. Et vous allez finalement capter de l'information auprès de ces gens-là pour aller la redistribuer aux autres. Et puis, à la fin de la campagne, les collaborateurs que vous n'aurez pas fait et qui sont très importants parce que peut-être ce sont ceux
qui sont en difficulté, vous vous obligerez à les faire. Et à la fin de la campagne, vous aurez fait tout le monde. Si vous mettez les meilleurs à la fin, vous pouvez être sûr que vous allez en louper. Et je pense que tous ceux qui ont déjà utilisé cette option-là se sont retrouvés à la fin avec des collaborateurs dont on a passé 1 an et sur lequel on a fait vite fait, ou on a rempli le truc, on l'a envoyé au collaborateur en disant « Écoute, on n'a pas eu le temps de faire l'entretien, je t'ai envoyé ce que j'en pense, tu dis si c'est bon, et puis on l'envoie comme ça et ça roule. » Ça, c'est catastrophe. Et puis, bien entendu, à la fin, un entretien, ça se prépare, c'est évident. Aussi bien du côté collaborateur que du côté manager, il faut y passer du temps parce que sinon, vous perdez tout l'intérêt d'avoir ce moment d'échange avec le collaborateur. Vos RH lancent la campagne normalement des entretiens annuels assez tôt. Donc, c'est à la fois pour que les deux parties puissent prendre connaissance de la trame de l'entretien, en tout cas de ce qui va suivre. Et c'est aussi pour que vous puissiez très clairement vous organiser à bien caler les rendez-vous le plus tôt possible. Donc, n'attendez pas la dernière semaine ou les 2 dernières semaines pour mettre l'ensemble de vos entretiens les uns après les autres. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. Vraiment, prenez le temps de préparer les entretiens et de les programmer vraiment avant la fin de la campagne. Et le dernier point, être manager, ça s'assume, Vincent. Ouais, ça s'assume dans le fait, alors on le reverra un petit peu tout à l'heure, mais ça s'assume dans le fait, j'ai trop vu, et avec Lina, on en parlait souvent, de managers qui, entre ce qu'ils nous partageaient par la voix, par la parole, sur leurs collaborateurs et ce qui était écrit dans le résumé de l'entretien, il y avait quelques écarts qui étaient non négligeables. Et c'est pour ça qu'on a voulu marquer être manager, ça s'assume, parce que finalement, les bons points comme les moins bons points, il faut être capable de les dire, il faut être capable de les partager, parce que le compte-rendu de cet entretien, ce sont des éléments, c'est un élément fondamental pour la suite de la vie de la personne dans l'entreprise. Et si on met que les choses positives parce qu'on n'a pas le courage de dire ce qui ne va pas, eh bien, à un moment, il y aura un manque et ça nous posera problème tôt ou tard dans la vie du collaborateur dans l'entreprise. Mais on en reparlera, je pense, de ce point. Les petits tips qu'on peut vous donner dans toute cette organisation pour un entretien. Donc, envoyez clairement une invitation à Outlook pour, en checkant en amont les 2 agendas, donc le vôtre et celui du collaborateur. Voilà, comme ça, vous voyez très bien à quel moment il est disponible et à quel moment il ne le sera pas. Et surtout, bloquez les agendas. Normalement, vos RH envoient le support d'entretien commun à tous. Donc, généralement, c'est le collaborateur qui le remplit en premier, puis après, ça passe chez le manager qui, lui, va préparer l'entretien. Mais surtout, n'arrivez pas à l'entretien sans avoir pris connaissance déjà des premiers éléments qui ont été indiqués par le collaborateur dans le support. C'est aussi une occasion de sortir des bureaux. Donc, nous, je crois qu'on avait déjà fait un entretien en dehors des bureaux, Vincent, si je me souviens bien. Et c'était plutôt agréable parce que du coup, comme ça, on n'était pas stressé. Il n'y avait pas des gens qui venaient nous interrompre de « Ah, il y a une urgence ou excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous faire ça ?» Parce qu'en fait, quand on est dans les locaux, souvent, les gens viennent vous interrompre. Donc voilà, et puis ça fait aussi du bien d'être à l'extérieur. Ça détend aussi parfois l'atmosphère. C'est quand il y a des tensions. Voilà, les collaborateurs apprécient. Autre tips que moi je vous donne, qu'on pratique chez QuickMS, l'entretien, ça se prépare pas tout seul. Donc un conseil que je vous donne, c'est de préparer l'entretien avec vos pairs. Sachez que vos collaborateurs, eux, s'ils ont besoin, ils vont préparer leur entretien annuel avec leurs collègues. Votre collaborateur ne travaille pas uniquement avec vous, il travaille aussi avec d'autres personnes de l'entreprise. Donc, c'est important que vous prépariez l'entretien du collaborateur en ayant échangé avec vos pairs, la direction et les collègues avec qui il a travaillé. Et enfin, très important, prendre des notes et écrire les phrases fortes, ou en tout cas ce qui a été dit durant l'entretien. Donc là, Vincent, tu peux aussi. Sur les 2 derniers points, moi, sur les 2 derniers points, je pense que c'est important de partager, effectivement, notamment l'entretien se prépare avec ses pairs et sa direction. Il faut vraiment avoir en tête, notamment pour les structures assez grosses, parce que pour les petites, c'est moins le cas et on le voit plus facilement. Mais pour les structures un peu grosses, il est intéressant d'avoir l'avis des autres services
pour regarder un peu les connexions qu'il peut y avoir avec les autres, le partage de la communication, le partage d'informations, la facilité finalement à échanger des choses pour faciliter le mode de fonctionnement. Quand on est dans une petite structure, c'est quelque chose qu'on repère assez facilement. Quand on est sur des grosses structures, c'est pas toujours facile à le voir. Et d'aller finalement discuter avec mon collègue qui est au même niveau que moi pour savoir comment mon collaborateur interagit avec ses équipes, ben, c'est intéressant parce que ça me donne un élément de plus que peut-être je ne vois pas et qu'il est important d'avoir. Là, quand on fait ça, on travaille à éviter finalement de créer des silos. Et si nous, en tant que manager, on n'est pas en train de travailler pour éviter ces silos-là et qu'on laisse nos collaborateurs le faire, ben, finalement, le service va forcément aller vers du silotage. Et ça, c'est pas bon. Pour la prise de notes et écrire les phrases fortes, pourquoi on a mis ça? Parce que trop souvent, on se retrouve effectivement avec des mots qui peuvent être, des mots ou des phrases qui peuvent être tourner légèrement différemment avec le recul parce que bah, soit on n'assume pas ce qui a été dit, soit on n'assume pas ce que nous, on a voulu dire. Et du coup, on se retrouve avec des choses qui peuvent être édulcorées, qui sont plus du tout finalement aussi fortes et aussi impactantes que ce qu'elles auraient pu être. Donc, il est important vraiment de noter mot pour mot des fois les phrases qui ont été dites pour les garder, pour en garder une trace. Et encore une fois, l'entretien, il va être partagé entre le collaborateur et le manager. Donc, s'il y a un moment quelque chose qui ne nous convient pas, on le dit. Mais par contre, le fait de dire, OK, tu es en train de me dire que, et de remettre la phrase, ben, il n'y a pas de débat, quoi. La phrase, elle a été dite, je l'écris tout de suite, je la partage avec mon collaborateur, et ça évite effectivement des soucis derrière. Mais tout ce qui est phrase forte, il faut vraiment essayer de les noter mot pour avoir une vraie trace finalement de la partie notamment émotionnelle qui a pu se mettre dans l'entretien et qui est important de garder en trace et en mémoire. Alors, sur le terrain, comment ça se passe? Dans les faits. Alors, Vincent vous préconise la méthode plus moins plus. Ouais, moi c'est la méthode que j'ai mis en place et qui, pour moi, marche le mieux. Pourquoi je dis plus moins plus? Parce que quand on n'est pas à l'aise, alors sur un entretien annuel, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plein de choses à partager, on fait un bilan, etc. Mais quand on a, par exemple, un entretien de recadrage, on est, en tant que manager, pas toujours très à l'aise avec ce qu'on doit dire. Et j'ai vu plein de cas où en fait, et notamment quand on fait des jeux de rôle en formation, où en fait la personne elle est à peine assise, que déjà on lui dit bon, il fallait que je te dise un truc, bon voilà, alors ça va pas du tout. Et la personne elle est à peine assise, qu'elle prend un scud en pleine figure et qu'elle a du mal à réagir et que bien entendu, et c'est le cas pour nous aussi si ça devait nous arriver, la première des choses c'est que finalement on se protège, on ferme les écoutilles et que finalement, alors que ça doit être le moment où finalement on est le plus à l'écoute, c'est le moment où on commence à se refermer. Et donc, c'est catastrophique. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que la première partie de l'entretien, c'est quelque chose où on va chercher du positif, où on valorise la personne, où on lui explique qu'il y a plein de choses qu'elle fait bien, où il y a des choses où je suis satisfait de ton travail, où j'accompagne finalement la personne en tant que telle et je la valorise, même si j'ai des choses à lui reprocher, comme on va le voir après. Mais dans un premier temps, je mets en place le terrain favorable pour que la personne reste en écoute. Et ça, c'est fondamental, notamment si elle sait qu'elle vient pour un entretien de recadrage. Elle sait que c'est sur un sujet où ça ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas parce qu'elle sait que le sujet est plutôt un sujet épineux pour elle qu'on ne doit pas commencer par une question de valorisation, de comment tu vas en ce moment, etc. Et puis d'essayer de mettre le terrain favorable pour que la personne reste à l'écoute. Vient ensuite le moment où effectivement, il faut parler des sujets qui sont problématiques et quels sont les points d'amélioration qu'on va mettre en place. Donc là, il y a beaucoup d'écoute. Vous mettez le sujet sur la table, vous questionnez, vous laissez parler la personne, vous challengez et surtout, on est sur cette partie-là, c'est un point qui est fondamental pour moi, ça pose problème, je souhaite que. Et là, on commence effectivement à vraiment rentrer dans le débat de la chose à améliorer. Et puis, une fois qu'on a bien débattu, qu'on s'est mis d'accord sur les points d'amélioration, qu'on a échangé sur les points d'amélioration, on finit à nouveau sur un point positif, sur je compte sur toi, on s'est dit ça, je compte sur toi pour l'engagement que tu vas y mettre, etc., pour finir à nouveau sur un point positif et qui fasse que la personne, elle ne reparte pas du bureau avec oh là là, il m'a dit ça, ça c'est pas bien, je dois améliorer ça, mais plutôt ok, je dois améliorer ça. Mais par contre, j'ai eu aussi des points d'amélioration, j'ai eu aussi des points de valorisation et je repars avec finalement une dynamique positive, avec des émotions positives et pas un gros boulet sur le dos. Donc alors, plus, moins, plus. Surtout si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous les poser. Moi, la question que j'ai posée à Vincent quand on a préparé ce webinaire, c'est sur cette méthode, s'il n'y a pas de plus, comment on fait? Moi, je dis quand il n'y a pas de plus sur un collaborateur, si vraiment on n'a rien à trouver, c'est plus un entretien de recadrage qu'il faut faire.
Je ne peux pas vous dire mieux. C'est qu'à un moment, il y a un sujet et qu'il faut le traiter. Et moi, je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc voilà, si vraiment on est incapable de trouver du positif dans la personne, que ça soit en compétence ou en comportement, mais à un moment, peut-être c'est nous qui n'osons pas prendre les bonnes décisions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, encore une fois, c'est une question de courage managérial. Alors pour cette partie-là, vous pouvez toujours en amont en discuter avec vos RH. Voilà, mais alors je le dis pour les RH, hein, généralement quand on est à ce stade-là, on demande au RH de faire l'entretien à la place du manager, mais c'est pas possible. Donc courage managérial demandé. C'est ça. Alors, si on fait cet entretien et que le collaborateur s'énerve, parce qu'on est tous des êtres humains, donc à un moment donné, le ton peut vite monter. Alors, on a mis celle-là et puis un petit peu plus loin, on mettra les émotions, mais je pense qu'elles sont intimement liées. On sait pertinemment que quand on est sur un entretien comme ça et effectivement, tout le monde ne gère pas, ses émotions de la même façon. L'idée, en fait, c'est que quand on fait cet entretien-là, il faut être en mesure de distinguer la chose de la personne. Quand vous recadrez un collaborateur, vous recadrez finalement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et à part s'il n'y a pas de plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut distinguer l'action de la personne. Et quand on fait ça, on a beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un qui est capable finalement de faire la distinction et qui est capable de comprendre que je te dis pas que tu es nul, je te dis pas que tu sers à rien, je te dis pas que tu n'es pas bon, je te dis pas tout ça, je te dis que ce que tu m'as proposé sur ce sujet-là ou sur tes résultats à ce niveau-là ne sont pas à la hauteur des attendus. Et quand on arrive à bien distinguer en tant que manager et qu'on sépare bien la partie personne, qui je suis, et la personne et la partie travail, ce que j'ai fourni, on arrive à avoir en général des entretiens qui sont plus posés. Si la personne s'énerve, il faut être capable de couper l'entretien, de dire je pense que tu n'es pas dans les bonnes dispositions pour continuer l'entretien, je pense qu'on va pas, on s'écoute pas, on n'est pas dans une dynamique positive. Il faut poser les choses et être capable de recadrer un entretien d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines. Parce que rester dans un entretien qui sera en permanence bloqué, avec chacun reste sur sa position, c'est un entretien où les 3/4 des informations ne vont pas rentrer dans la tête et ils vont disparaître. Donc, il y a tout un travail, effectivement, d'accepter, si vraiment on voit qu'on ne peut pas ramener la personne à la raison, d'accepter finalement qu'on reporte potentiellement cette partie de l'entretien. Alors, il y a Pierrette qui demande, et si c'est nous qui nous énervons? Ah, mais J'avais pas posé celle-là. là, il y a un travail à faire en amont, hein, c'est-à-dire que on sait qu'on a un collaborateur qui risque de venir nous chercher sur quelque chose, on sait que ça peut potentiellement nous mettre hors de nous. Et là, soit on a réussi à le travailler en amont et être en self-control, soit il faut pas le faire parce que l'image que vous allez donner, il faut être clair, hein, quand il y a quelque chose qui nous touche, c'est que ça touche nos valeurs, ça touche quelque chose qui finalement parle chez nous. Donc, si la personne elle a trouvé notre point faible ou si elle a trouvé notre point qui permet de sortir de ses gonds, c'est que finalement elle est en train de gagner le combat. Donc, si vous vous énervez dans un entretien comme ça, inconsciemment, la personne, elle sait qu'elle a eu raison et qu'elle va continuer. Donc, si vous lui donnez ça, c'est comme si vous ouvrez une faille et vous lui dites, allez-y, vas-y, engouffre-toi dans la faille, et fais ce que tu as à faire. Il ne faut pas. Et donc, ça se prépare, ça se travaille psychologiquement. Un entretien, ça peut s'imaginer, ça peut se travailler en visualisation, en plein de choses. Mais en tout cas, si on sait que c'est un entretien difficile qui peut nous mettre à défaut, bah, il faut le travailler encore plus pour être capable d'être émotionnellement plus sécurisé. Faut savoir qu'on n'est jamais seul dans une entreprise. Donc, si jamais vous pensez que vous n'allez pas être en capacité de ne pas vous énerver et que vous avez peur de dépasser des limites, vous pouvez toujours demander à une personne neutre d'être présente, soit pour jouer le médiateur entre les deux parties, soit pour être témoin aussi de ce qui se dit dans les entretiens, puisqu'on a déjà vu ça. Alors, c'était peut-être pas chez nous. Je me souviens pas que c'était chez nous, mais moi j'ai déjà vu ça où en fait finalement il y avait que le manager et le manager qui étaient en entretien, le ton est monté et quand ils sont sortis de la salle, chacun avait sa version de qui a dit quoi et des faits. Donc il n'y avait pas de témoin et souvent vous connaissez les collaborateurs, hein, ils vont sur la partie juridique, ils aiment bien utiliser. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que ça n'existe pas, mais quand ça va trop loin, tout de suite, ils font assez peur avec les mots harcèlement, agression, etc. Quand on n'a pas de témoin, c'est très compliqué.
Donc, surtout si vous pensez que qu'il y a un gros risque à ce niveau-là, vous pouvez faire appel à une tierce personne pour assister à l'entretien. Le conseil que je vous donne, c'est que cette personne doit être une personne neutre pour les deux parties. Donc, aura un rôle de témoin et qui aura peut-être aussi un rôle de médiateur pour apaiser les choses. Mais encore une fois, je rejoins Vincent. Si vous sentez que vous commencez à vous énerver et que vous perdez le contrôle, en fait, vous stoppez l'entretien et vous le reportez à plus tard. L'autre point qui est important dans cette partie-là, et que moi je travaille beaucoup avec les managers que j'accompagne, c'est de travailler son assertivité et la capacité finalement à accepter qu'on peut avoir deux points de vue complètement différents et que c'est OK de ne pas être d'accord. Pour autant, dans cette situation-là, c'est moi le manager. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je vois de ton travail, de ta façon de faire, etc. Pour autant, c'est mon avis. Et tu peux t'énerver, tu peux faire ce que tu veux, c'est mon avis et c'est comme ça. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord et on mettra dans le rapport qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas la même perception des choses. Et en fait, quand on arrive à intégrer l'assertivité et à la reproduire en entretien, finalement, on arrive à des entretiens finalement où chacun défend son point de vue. Et moi, mon point de vue, quand je le défends, il n'a pas pour objectif de convaincre l'autre. Il a pour objectif simplement d'expliquer ce que je vois et ce que je ressens. Que la personne, elle en soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet, moi. Hein. Je suis manager, je ne suis pas là pour te convaincre que tu n'as pas bien bossé ou que tu n'as pas fait ci ou que tu n'as pas fait ça. Je suis juste là pour t'exprimer ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, ce n'est pas le sujet du moment. Et donc, quand on est sur cette position en disant je n'essaye pas de convaincre la personne, ben, on a aussi beaucoup moins tendance à s'énerver. Que faire face à une personne de mauvaise foi? C'est la même chose, mais là, c'est les faits, rien que les faits. C'est-à-dire qu'une personne qui est de mauvaise foi, ça se prépare. Si on sait que la personne a la tendance à fonctionner comme ça, là, j'en ai préparé deux avec une patronne d'entreprise. Eh bien, on a été sortir tous les éléments factuels qui prouvent que ce qu'on reproche à la personne est factuel. Donc, des faits, rien que des faits. Pas de perception, pas de un tel m'a dit, pas de j'ai l'impression. Non, non, tout ça, ça marche pas. Tout ça, avec une personne de mauvaise foi, vous vous mettez tout seul en difficulté. Le seul moyen d'être réglo avec ces gens qui ont tendance effectivement à s'arranger avec la vérité, c'est les faits, rien que les faits et des preuves. Alors, je trouve ça intéressant parce que Juliette dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec nous, elle, pour le coup, et que pour elle, l'objectif, c'est d'être convaincant. Alors qu'en fait, à partir du moment où vous appuyez sur des faits, il y a les preuves. Convaincre le collaborateur que vous avez raison et qu'il a tort, c'est peut-être aussi un risque qu'il y ait source de tension. Pour moi, Juliette, après, je peux Moi, en termes de quand je suis face à ces situations-là, quand j'ai été face à ces situations-là, ou quand j'ai des dirigeants ou des dirigeantes qui ont cette situation-là aujourd'hui, c'est de leur dire tu penses ce que tu veux. Moi, mon avis, c'est celui-là, et jusqu'à preuve du contraire, je suis le manager de l'équipe, et donc, à partir de là, voilà ma décision. C'est une question de légitimité et de porter finalement notre posture de manager. Et j'ai pas besoin que la personne elle soit d'accord avec moi pour prendre la décision, parce que si vous essayez à chaque fois d'aller chercher l'adhésion de tous vos collaborateurs pour faire passer vos idées, mais il y a plein de choses que vous n'allez pas faire. Et quand on est dans un entretien individuel ou quand on est sur une stratégie collective, c'est exactement la même chose. Moi, si je pense que c'est la bonne chose pour mon collaborateur ou pour mon entreprise, je ne vais pas chercher l'adhésion. Je vais expliquer pourquoi je le fais. S'il y a des gens qui trouvent sensé ce que je dis, ils vont venir tout seuls. Mais par contre, mon objectif, c'est pas de les convaincre. Mon objectif, c'est d'être en accord avec ce que je pense et l'intérêt commun pour l'entreprise. La gestion des émotions, on voulait en parler. Comment on fait pour gérer ces émotions dans un entretien compliqué? Là, il y a un vrai travail, notamment pour le manager, et c'est souvent par là que je commence quand je fais des accompagnements ou des formations managers, c'est le travail sur la connaissance de soi, le travail sur à quoi je réagis, à quoi je suis sensible, qu'est-ce qui me fait sortir de mes gonds, qu'est-ce qui me met dans une situation délicate où je suis finalement, je deviens un béni oui-oui et je dis oui à tout, c'est-à-dire mieux se connaître pour mieux anticiper finalement mes réactions. Et tout ce travail, c'est de la connaissance de soi, c'est du travail sur soi pour être en mesure finalement de gérer au mieux les situations qui vont se présenter à moi. Ça ne veut pas dire que je vais toutes bien les gérer, mais ça veut dire que je saurai identifier les personnalités ou les situations qui me mettent dans une situation délicate. C'est OK d'être en désaccord, mais comment on fait?
Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'assertivité. Euh, à l'instant T, je suis le manager, tu es le manager. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Je t'explique pourquoi on veut faire ça. Je t'explique pourquoi c'est important. Tu adhères ou tu adhères pas. Mais malheureusement, si en tant que manager, on attend toujours d'avoir l'adhésion de ses collaborateurs, je pense on va dans le mur et qu'on n'avance pas à la vitesse qu'on voudrait. Ça ne veut pas dire Est-ce qu'il que ne faut c'est pas expliquer. Vas-y, Nina. est-ce que c'est pas de l'abus de pouvoir? Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai trop vu aujourd'hui de managers en entreprise qui finalement, sous couvert de dire ah ouais, mais les gens sont pas d'accord, ne vont pas mettre les choses en place. Et finalement, il faut attendre d'avoir le dos au mur pour pouvoir faire les choses. Moi, je me suis vu dans une société il y a longtemps être quasiment à la rupture et me faire virer parce que j'étais pas d'accord avec une décision. Mais la réalité, c'est que bien souvent, la décision, on n'y est pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça touche notre petit nombril, parce qu'on regarde notre intérêt personnel, parce qu'on regarde notre intérêt de notre service et qu'on ne regarde pas l'intérêt commun. La priorité d'une entreprise et notamment d'un manager en entreprise, c'est de regarder l'intérêt commun, pas son intérêt personnel ou son intérêt de son service. Et moi, je reste persuadé que des fois, il y a des décisions qui nous échappent, sur lesquelles on n'a pas la main ou sur lesquelles on ne comprend pas, simplement parce qu'il y a des étages au-dessus de nous et que quand on monte dans les étages, ben, il y a des décisions sur lesquelles on n'a pas toujours les éléments. Et à partir du moment où on est manager dans une entreprise, il y a quelque chose qui s'appelle la loyauté et qu'on doit être loyal avec sa direction. Et qu'une décision qui est prise, même si je ne la partage pas à 100%, je dois la soutenir. Alors, petite question de Lucie, est-ce que prendre une pause si le ton monte pendant un entretien est une solution ou pas du tout? Oui, très Bien clairement, sûr, vous pouvez parfait. prendre une pause de 10 minutes, un quart d'heure et revenir. Voilà, vous n'êtes pas Bien obligé sûr, de le parfait. reprogrammer à un autre jour, hein. Vous pouvez vraiment prendre une pause. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les silences aussi racontent beaucoup de choses. Donc, ne vous sentez pas surtout obligé de tout de suite de répliquer. Laissez un temps de silence entre une fois que le collaborateur s'est exprimé, puisque souvent après, c'est même lui qui va réagir à ce qu'il a dit. Eh ben, en conclusion, dans les faits, écoutez pour Ouais, je voulais comprendre juste et pas pour rajouter cette répondre. phrase. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la capacité finalement à analyser, à se mettre à la place de la personne et à essayer de comprendre pourquoi elle a répondu ça ou pourquoi elle nous dit ça, plus que d'être dans la justification ou la persuasion de ce que je viens d'exprimer. Donc, écouter pour comprendre la réponse et pas simplement pour y répondre. Et les gens notamment qui ont tendance à couper la parole, qui ont tendance effectivement à pas écouter la réponse pour répondre, ben, je pense qu'ils se trompent parce que la réalité, c'est que des fois, il faut faire le pas de côté pour se mettre à la place de la personne et essayer de comprendre ce qu'il y a au plus profond de la réponse qu'elle vient de nous donner. Ce qui est loin d'être simple, hein. Je ne dis pas que c'est facile quand je dis ça. Alors, et vous, si vous avez d'autres questions comme Lucie ou Juliette à nous poser, surtout, n'hésitez pas là à nous les mettre dans le chat. On va arriver vers la fin du webinaire, donc profitez-en. Avant de se quitter, ce qu'on voudrait vraiment vous dire avec Vincent, est-ce que vous devez impérativement pour nous retenir de par notre expérience, donc, parce que ça nous a joué des tours, écrire clairement ce qui a été dit, vraiment, au mot à mot. Enfin voilà, n'hésitez pas. Je rappelle quand même que l'entretien annuel, le support est validé à la fin par le collaborateur. Donc vous l'écrivez et après lui, il peut répondre. C'est-à-dire dire non, j'ai pas dit ça, ou plus précisément ce que j'ai dit exactement, c'était ça. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à écrire ce qui a été dit. Vas-y Vincent, ne pas Oui, ne pas confondre confondre faute et faute et erreur, c'est fondamental. Une faute, il y a un petit aspect presque intentionnalité. Une erreur, ça peut arriver et tout le monde en fait et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, une erreur répétée devient une faute et une faute, il faut la traiter comme elle se doit. Voilà, donc ça peut être un entretien de recadrage, ça peut être des choses, ça dépend de l'ampleur de la faute. Mais je pense qu'il faut faire la distinction des deux parce que trop souvent, j'ai vu des collaborateurs un peu malmenés sur des erreurs parce que manque de connaissances, manque de compétences, manque de formation, manque de temps, manque de plein de choses. Et finalement, on est dans l'erreur et l'erreur, il y a une partie de l'erreur qui finalement est liée à l'environnement et peut-être même au manager ou à l'entreprise. Donc, il faut vraiment être en capacité de distinguer les choses. être sans pitié avec les faits et pas avec les personnes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire la distinction des choses. Quand on recadre un collaborateur ou quand on lui dit que les résultats n'ont pas été bons, on ne dit pas qu'elle est nulle,
qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'y arrivera jamais. C'est pas le sujet. On parle des faits, on parle des résultats. Et moi, j'ai vu dans plein de sociétés des gens qui étaient pas bons à des postes, et quand on les changeait de poste, ils étaient excellents. Ça veut bien dire que c'est pas la personne qui était en jeu. C'était la cohérence entre finalement ce qu'on lui demandait et ce qu'elle était capable de produire. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les faits, sur les choses, et puis les personnes, pour un peu qu'elles soient un peu intelligentes et un peu agiles, elles vont être capables de s'améliorer et d'améliorer les choses. Mais si on commence à attaquer les personnes, on est tous pareils. Si on nous attaque personnellement, on ressent ça comme une injustice. Et le risque, c'est qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'on souffle sur les braises pour avoir un entretien qui va être explosif. Alors, n'allez pas à l'entretien avec des a priori ou des croyances, ça c'est très important. Vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas comment le collaborateur va réagir. Donc, préparez-le, mais allez-y sans a priori, sans croyance. Je pense qu'on a tous vécu des entretiens où on s'est dit, oh là là, j'ai pas envie de le faire, je suis sûr ça va mal se passer, je suis sûr ceci, je suis sûr cela. Et en fait, on n'en sait rien. Et il faut pas oublier qu'on est des êtres qui avons des interactions et que finalement, en fonction de comment je vais me comporter, il y a de grandes chances que la personne en face ait un comportement différent. Donc, la qualité de l'échange et la qualité de l'entretien, elle passe aussi, pas que, mais elle passe aussi parce que nous, on va transmettre à la personne qui est en face de nous. Si j'arrive tout fermé parce que je sais que ça peut être un entretien difficile, il y a de grandes chances que l'entretien soit difficile. Si j'arrive avec le sourire, que j'arrive à cultiver le terrain pour faire en sorte que la personne soit plus à l'aise, je dis pas que ça va bien se passer, mais je me donne le maximum de chances pour que ça se passe bien. J'ai vu votre question, hein, Caroline, on va y répondre à la fin, je la garde pour la fin parce que je la trouve intéressante. Donc, égalité n'est pas équité. Ouais, alors ça, j'ai souvent le sujet en entreprise avec des collaborateurs et des demandes auprès des managers qui sont effectivement, alors des fois sur le salaire, mais pas que sur le salaire, et qui font qu'effectivement les managers sont un peu démunis parce que au même job, les gens veulent la même chose en termes de, je sais pas, ça peut être en termes d'aide, en termes de moyens, en termes de, et en fait, non, il n'y a pas de lézard là-dessus. Il faut être à l'aise avec ça et défendre ça en tant que manager. Égalité, c'est pas équité. Et ce qu'il faut dans une équipe, c'est qu'il y ait de l'équité. Et équité, ça veut dire qu'on peut partir sur des bases différentes pour chaque personne et qu'à partir de là, c'est normal que peut-être je passe plus de temps avec un collaborateur qu'un autre. C'est normal peut-être qu'un collaborateur, il ait plus de dossiers très importants pour telle et telle raison. Mais en tout cas, pour moi, si on commence à manager avec de l'égalité, en tout cas sur certains domaines, ça me paraît très compliqué. Pour moi, l'équité, c'est la règle. Surtout pas de comparaison aux autres. Voilà, chaque membre de votre équipe est unique, donc ne vous amusez pas à les comparer aux autres. Vous n'aimez pas qu'ils se, par exemple typique, quand ils parlent de leur salaire entre eux, vous détestez quand ils viennent vous dire, pour un poste, il fait la même chose que moi, voire même moins, pourquoi est-ce qu'il touche 50 € de plus que moi? Vous détestez ça, donc ne faites pas la même chose. Ne faites pas de comparaison entre vos collaborateurs. Quand vous êtes avec lui, quand vous êtes en entretien avec lui, vous parlez de lui et uniquement de lui. Si vous avez quelque chose à comparer par rapport à ce qui se fait de bien dans l'entreprise, mettez-le comme des objectifs. Vous avez un collaborateur, je ne sais pas, qui fait plus d'offres que les autres, par exemple, sur un service commercial. Eh bien, donnez une valeur de nombre d'offres par semaine ou par mois, j'en sais rien. Mais ne dites pas, fais comme machin parce que lui, il en fait 10 de plus que toi. À ce moment-là, mettez un objectif qui correspond finalement à ce qui est attendu. Mais la comparaison aux autres, c'est très dangereux parce qu'à un moment, ça va vous servir et à un moment, ça va vous desservir. Donc, il faut rester sur des objectifs clairs, concrets, smart, mais qui vous permettent de vous accrocher à quelque chose qui est sans relation directement avec les autres collaborateurs. Je crois que Vincent l'a beaucoup dit. Donc, être manager, ça demande du courage. C'est pas juste un titre et une paye. Donc, il faut assumer ses responsabilités de manager. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux dire là-dessus? Non, on l'a dit, je pense, suffisamment, mais c'est moi la principale problématique que j'ai sur aussi bien des managers expérimentés que des managers qui prennent des postes, c'est-à-dire cette vision un petit peu floutée ou en tout cas fausse de ce qu'est un rôle de manager. Être manager, c'est difficile, c'est extrêmement difficile et il faut avoir du courage pour prendre des décisions, pour accepter d'être en porte-à-faux des fois avec nos propres idées, parce que quand on est dans une organisation, il y a de la loyauté, il faut que je sois capable de pousser des décisions qui ne sont pas forcément les miennes. Et ça fait partie d'être manager. Moi, des managers qui ne sont pas loyaux avec leur direction, parce que la décision qui a été prise, ça ne leur convient pas et ils ne sont pas contents.
ben pour moi, c'est pas des bons managers. Et j'irai plus loin, je dirais que c'est peut-être des managers, mais en tout cas, ce sont pas des leaders. Et moi, je fais la distinction entre un manager et un leader. Et un leader, ça doit être un manager inspirant, ça doit être quelqu'un qui emmène, qui embarque et qui permet de faire passer voilà, les messages de la direction. Est-ce que ça va marcher? J'ai fait bugger mon truc. Eh ben, on est pas mal. Alors, je voudrais revenir sur la question de Caroline. Alors, quand on parle de gestion des émotions, on se demande souvent comment est-ce qu'on gère ses propres émotions. Et Caroline, très bonne question. Donc, elle dit, on a parlé d'un collaborateur qui s'énerve, mais on a un collaborateur justement dont l'émotion inverse, donc à pleurer à chaque remontée d'information. Comment gérer la situation? C'est vrai que quand vous avez des personnes qui pleurent ou qui sont très sensibles, souvent, c'est très compliqué de gérer ce type d'émotion et que vous n'osez pas dire les choses. Alors, Vincent, je te pose la question, comment est-ce qu'on fait pour gérer aussi un collaborateur sensible? Ça serait trop facile de vous dire que j'ai la réponse là comme ça. Il faut des heures, il faut d'explications. Les émotions, c'est un truc extrêmement profond, compliqué. On est tous différents sur ces sujets-là. Après, un collaborateur qui pleure, la première des choses, c'est d'avoir de l'empathie et de lui laisser du temps pour effectivement reprendre ses esprits. Ça sert à rien de vouloir absolument avancer dans l'entretien parce que l'heure avance, etc. Si la personne, elle n'est pas disposée et elle n'est pas disponible dans sa tête pour recevoir les informations, il vaut mieux le repousser. Maintenant, si la personne, elle est tout le temps comme ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut être capable de, comme on l'a dit tout à l'heure, de regarder ce qui déclenche chez elle ce genre de choses. Est-ce que c'est un manque de compétences par rapport au job? Est-ce que c'est un problème d'estime? Souvent, notamment pour les gens qui pleurent à la moindre réflexion ou à la moindre remarque sur elle, c'est souvent un sujet d'estime et de confiance en soi. Et là, ça veut dire que potentiellement, avec la personne, il faut aller travailler et aller lui montrer tout ce qu'elle fait de bien pour la valoriser et pour faire en sorte que petit à petit, l'estime remonte et qu'elle ne soit plus en difficulté quand on lui dit il y a quelque chose qui est moins bien. Et c'est pas quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui est moins bien que le reste. Et c'est là qu'il faut, mais ça demande du temps. Et si vous avez des collaborateurs qui sont pour vous des éléments fondamentaux de votre équipe, honnêtement, et là je ne fais pas spécialement ma pub, mais il faut les faire accompagner parce que c'est un élément en entreprise comme en sport de haut niveau, la gestion des émotions, c'est souvent ce qui fait la différence. Question d'Anne-Marie. Pour le salaire, quand ils se comparent, en fait, je leur dis que chacun gagne ce qu'il a négocié à l'embauche. Est-ce une réponse correcte? Alors, oui et non. Enfin, vas-y, réponds en tant qu'RH. Non, je te dirai. Ouais, ma vision RH. Je suis pas trop fan de cette réponse. Chez QuickMS, on a tendance à vouloir en faire en sorte que tout le monde, qu'il y ait l'équité, en tout cas l'égalité. Après, comme dit Vincent, oui et non, parce qu'il y a une part de vérité dans cette réponse, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez recruter une personne, vous allez vous trouver face à un contexte ou à un environnement de marché qui va imposer que peut-être cette nouvelle personne va gagner plus que la personne qui est en place. Donc, cette réponse, elle est correcte et elle n'est pas correcte, ou en tout cas, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que à un moment donné, il vous faudra forcément aussi, alors il faudra le dire à votre collaborateur si toutefois c'est possible. Mais pour moi, une personne que j'ai embauchée, que je viens d'embaucher et qui touche plus qu'une personne qui est déjà au même poste et qui fournit déjà un excellent travail, certes, j'ai dû m'aligner au niveau du marché, mais ça veut dire que dans un second temps, au niveau RH, je vais devoir aligner mon collaborateur en interne qui perçoit moins, à minima au niveau du salaire de la nouvelle personne que j'ai embauchée, pour qu'il y ait plus d'équité et que ce soit plus juste, en fait. Ça, c'est ma vision RH. Non, mais moi, je rajouterais juste que il y a certes le job, mais il y a aussi toute la carrière avant de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle peut être embauchée beaucoup plus parce que peut-être qu'elle a une expérience avant qui est une expérience qu'on veut valoriser et qu'on veut intégrer dans l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a le job et il y a le présent, mais il y a aussi le passé et notamment l'expérience qui fait que quelqu'un qui a 25 ans ou quelqu'un qui en a 50, c'est peut-être pas la même chose et c'est normal que la paye soit différente. Après, quand on a l'inversion, il faut être capable de le justifier. Mais là, c'est la politique RH qui est mise en place par la société. Si effectivement, j'embauche quelqu'un qui a 25 ans, qui n'a pas d'expérience, au même salaire que celui qui en a 50, qui a beaucoup d'expérience avec une vraie valeur, une vraie plus-value,
peut-être le marché, il a évolué et j'entends, et à ce moment-là, on est dans le cadre de ce que parlait Lina, et à ce moment-là, il faut être capable de faire des réajustements parce que sinon, forcément, on crée des polémiques. C'est évident. Comment répondre? Alors ça, c'est Yamuna. Coucou Yamuna, qu'on connaît bien. Comment répondre au mieux aux collaborateurs qui demandent une prime pendant l'entretien? Ah, C'est pas le sujet du moment, Yamuna. C'est pas le sujet du moment. On fait l'analyse des résultats, de ton comportement, de ce que tu as bien fait dans l'année. Alors, sauf si c'est pas un entretien fin d'année, comme on vient de parler, hein, mais là, on était plus sur l'entretien de fin d'année. Mais si on a un entretien de fin d'année, on fait le bilan, on regarde ce que tu as bien fait, on regarde ce que tu as moins bien fait, les points d'amélioration, on regarde les objectifs de l'année d'après. Et après, on aura une séquence de discussion sur effectivement le salaire, les primes, etc. Mais je pense que tant que vous n'avez pas fait, notamment quand on demande des primes comme ça, tant que vous n'avez pas fait l'ensemble de vos entretiens, de l'ensemble de vos collaborateurs, comment on peut aller s'engager à donner une prime à un collaborateur alors qu'on n'a pas vu tout le monde, alors qu'il va y avoir des discussions, alors qu'on ne sait pas. Enfin, ça me paraît très, très risqué. alors après, il y a deux façons de faire dans les entreprises. La première, c'est que il y a l'entretien annuel et après, finalement, la direction, la partie hiérarchique va décider de son côté des augmentations qui vont être octroyées. Ce qui veut dire que quand c'est fait comme ça, généralement, on ne demande pas, ou en tout cas, on ne lance pas officiellement une campagne d'augmentation auprès des collaborateurs. Et donc, dans ces cas-là, ils n'ont pas l'opportunité d'émettre leurs souhaits ou les attentes. Donc, quand un collaborateur demande une augmentation, une prime, un entretien annuel, notez-le, parce qu'il faut que ce soit noté. Mais ne discutez pas sur ce sujet-là, ou en tout cas, précisez juste, ça doit durer quelques minutes, dire OK, j'en prends note, pour que quand il y aura les décisions d'augmentation, vous ayez cette information qui soit mise sur la table en disant un tel, lors de son entretien annuel, a émis le souhait d'avoir une augmentation ou une prime. Dans d'autres entreprises, comme c'est le cas chez QuickMS, on a l'entretien annuel et après, on lance une campagne d'augmentation dans laquelle les collaborateurs vont faire leurs souhaits, leurs attentes, leurs doléances, tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est très distingué. Donc à ce moment-là, normalement, quand vous êtes dans ce cas de figure, je ne dis pas que ça l'évite pas. Un entretien annuel, à un moment donné, le collaborateur, que vous ayez officiellement des campagnes d'augmentation ou pas, va vous dire moi j'attends une augmentation, ou je me sens pas bien payé, ou je suis pas aligné au salaire, etc., au marché, etc. Donc, mais il aura ce temps pour exprimer clairement ce qu'il veut et ses attentes. Quand vous n'avez pas d'augmentation, de campagnes d'augmentation qui sont lancées auprès des collaborateurs, il faut quand même noter et le prendre en considération plus tard quand les décisions, quand les moments d'échange pour prendre ces décisions-là seront ouvertes. Voilà. Je crois que j'ai loupé une question. Et Valérie qui demande, et inversement, lorsque l'ancien estime qu'il vaut plus qu'un jeune plus alerte, qui ne comprend pas qu'il devient moins fragile. Alors ça, c'est par rapport à ce que tu as dit juste avant. Ouais. Qui ne comprend pas qu'il devient moins agile. Oui, mais là, il y a un vrai travail, notamment. Alors, je ne sais pas si on parle que du salaire là ou pas que du salaire. Ouais, moi, je pense qu'on parle du salaire, oui. Ouais, okay. On parle du salaire. Et là, il y a un travail pour effectivement expliquer l'apport du plus jeune, l'apport, comme vous dites, potentiellement en agilité, en capacité de nouvelles technologies, en choses comme ça, pour expliquer qu'effectivement, la différence, elle se fait là. Mais en tout cas, moi, si j'ai un conseil, quelle que soit la stratégie que vous prenez, c'est en tout cas d'assumer. Parce qu'on sait pertinemment que dans les entreprises, ça parle. Et qu'à un moment, quand un collaborateur vient vous en parler, ça sert à rien de dire mais comment tu sais ça, mais c'est pas possible, mais non, c'est pas vrai, ça sert à rien. Si vraiment c'est réel, il faut assumer parce que sinon, vous, en termes de crédibilité, c'est pas bon, quoi. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Moi, personnellement, je sais que on s'attendait à ce que vous auriez des questions sur la partie rémunération, puisque c'est surtout sur ces sujets-là que les collaborateurs vous amènent durant l'entretien, mais surtout ayez en tête avant de parler argent, faites le bilan de l'année. Voilà, c'est très important et c'est ce sur quoi vous devez impérativement garder le contrôle.
Et ben merci à tous les deux. On arrive à la fin de ce webinaire qui a duré longtemps. C'était top, le sujet était top parce que, enfin, il y a eu beaucoup de questions, etc. Donc top, top. On vous envoie le replay et le support. Et je vous enverrai aussi le contact de Vincent Trégaro si vous avez des besoins à aborder avec lui directement. Et puis voilà, et puis à bientôt pour un autre webinaire. On en fait un la semaine prochaine sur les forfaits jours avec Lina. Si ça vous intéresse, je vais envoyer le lien, comme ça je fais un peu de pub aussi pour notre prochain webinaire. Et top. Les erreurs à ne pas commettre sur les cadres forfait jour, très important. Voilà. Et Ça puis, vous amener au prud'homme. hop, il est là, le webinaire. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Vincent. C'était super intéressant. Et puis, au plaisir de refaire un webinaire avec vous en 2025, qui aura autant de succès. Ça marche, au plaisir. À bientôt. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir.